tout ça pour ça. 15 jours pour flatter l'orgueil déplacé du président de la République. C'est ça la réalité, parce que pour mettre Castaner à l'intérieur, qui était quand même le nom qui était annoncé depuis 15 jours, simplement on avait un président de la République qui voulait montrer que c'était lui qui était maître de l'horloge. Donc c'est vraiment, je pense, un remaniement qui nous avait été annoncé comme un second souffle. Bon, ça ressemble plus à une baudruche qui est en train de se dégonfler, c'est ça la réalité. Alors, autre sujet quand même, sur le ministre de l'Intérieur qui passe quand même du 2e rang au 11e rang, ce qui en dit beaucoup sur la sécurité. Alors, on pourrait nous dire, oui, mais c'est parce que c'est un nouveau ministre qui arrive. Ça a été le cas pour l'écologie. Mais là, on place la sécurité des Français au 11e rang avec quelqu'un, moins qu'on puisse dire, qui n'a jamais de compétences particulières sur les sujets de sécurité. On ne l'a jamais entendu. Sur la gestion, les rapports avec les collectivités territoriales non plus. On a vraiment le sentiment que c'est un ministre qui a été mis là pour faire du découpage politicien. C'est à peu près ça son champ de compétences qui lui est connu. Sur le reste, rien de si. Ce que l'on peut souligner aussi, c'est pour le ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est quand même historique d'avoir un ministre en charge des relations avec le Parlement, d'abord qui est parlementaire depuis 18 mois, mais qui n'appartient pas au groupe majoritaire. Et je pense une grande première, et donc je ne sais pas, c'est sans doute révélateur sur le fonctionnement, sur les dysfonctionnements à venir. Après, sur le reste, Franck Riester, on le sait tous, il y a 18 mois qu'il se roulait par terre pour rentrer au gouvernement dans un poste ou dans un autre. C'est fait, au moins ça clarifie les choses. Il n'y a plus d'ambiguïté pour savoir où il est. C'est plutôt intéressant de ce point de vue. C'est qu'il est clairement en marche et n'a absolument plus rien à voir avec la droite, le centre-droit ou je ne sais quoi d'autre. Bon, ça c'est fait. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous avez envoyé son bulletin d'adhésion? Ah bon? Oui. Ah, c'est amusant ça, oui. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il dit? Je dis que le groupe Agir reste dans l'opposition. C'est ce qu'on vient de nous assurer. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont combien? 8 maintenant. Donc, ce qui est quand même assez invraisemblable. Mais de toute façon, on connaît tous Franck Riester, il aurait accepté n'importe quelle proposition, si c'était être au gouvernement, donc c'est bien. Et pour nous, c'est plus clair. On sait où il est, même sur son groupe, on verra avec les autres. Sinon, voilà, c'est à peu près tout. Hein. On n'a pas de vote solennel cette semaine. Nous, on en a profité. Bon, on aura l'occasion d'y revenir dans une quinzaine de jours. Mais j'ai accueilli Pierre Frogier ce matin au groupe qui nous a fait le point sur la situation en Nouvelle-Calédonie, puisque vous savez que le référendum a lieu le 4 novembre. Donc c'était intéressant que tous les députés de notre groupe aient cet éclairage sur la situation calédonienne. Il en a dit quoi, justement, de la situation? Sur le référendum, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un vote qui soit massif, et qui soit massif pour le oui, enfin pour le oui, c'est-à-dire pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France, donc non à l'autodétermination. Les derniers sondages sont assez favorables. Ceci étant, voilà, une élection est une élection, un référendum est un référendum. Il faut rester mobilisé jusqu'au bout. Et puis, ce qui reste toujours assez invraisemblable, c'est l'incapacité de ce gouvernement, et notamment du Premier ministre, à avoir une position claire sur le sujet. Le Premier ministre, il n'est pas préfet, il n'est pas haut-commissaire, il n'est pas chargé des élections, il est chef de la majorité. Et que la majorité En Marche sur la place de la France et même la place de l'Europe dans le Pacifique n'est pas d'avis, c'est quand même non seulement surprenant, mais assez inquiétant. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas d'avis. Oui, enfin moi j'ai pas entendu son avis. Hein. Si. Ah non, il a toujours dit qu'il souhaitait avoir une position neutre.
C'est ce qu'il a dit et redit. Hein. Ici, il faut... Il a dit la France doit rester grande et belle. Oui, voilà, oui. Ça c'est une prise de position claire. Hein. Non, mais qu'ils disent ce qu'on dit. La place de la Nouvelle-Calédonie est en France et la place de la France est essentielle dans le Pacifique. Ça me paraît plus clair. Donc pour vous, le risque à la fois d'organiser le référendum et de se prononcer sur le résultat souhaité, c'était pas un problème. Ah non, mais c'est comme un maire. Un maire est en charge d'organiser les élections municipales en toute neutralité. Par ailleurs, le maire, il défend un programme, un projet. Et là, d'avoir un... Il est, encore une fois, il est, pour lui rappeler régulièrement, il est Premier ministre. Il n'est pas haut-commissaire, il n'est pas préfet. Il est chef de la majorité, normalement, selon notre Constitution. Le Premier ministre est le chef de la majorité. Le Premier ministre, dans la 5e, il a une double légitimité, celle du président de la République qui le nomme et celle de sa majorité qui le soutient. Et donc là, que le chef de la majorité n'ait pas d'avis clairement affiché sur le sujet, moi ça me semble être un problème. Enfin, je suis convaincu que c'en est un. Et pour le poste de rapporteur ou de président pour remplacer Manuel Valls, on est où? Ben, je ne sais pas qui va remplacer Manuel Valls. Hein. Bon, moi, j'ai alerté à la fois Richard Ferrand et Gilles Legendre sur le sujet en disant que bon, il faut que maintenant que la démission de Manuel Valls est actée, on ne peut pas, bon, en plus avec le référendum qui a lieu dans 15 jours, cette mission marche sur un pied, quoi. Il faut que la majorité soit présente. J'ai toujours dit que j'étais ouvert, bon, je suis actuellement rapporteur, j'étais tout à fait ouvert à ce qu'on inverse les rôles, ça ne me posait pas de problème, moi je m'adaptais à toutes les situations, mais simplement il faut que maintenant En Marche désigne un représentant qui sera soit rapporteur, soit président. Pas de problème là-dessus. Est-ce que vous craignez qu'il puisse y avoir des incidents après le référendum? C'est une situation qu'on a connue dans le passé, c'est quelque chose que vous doutez? Il y a, bon, les échos que nous avons, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de tensions qui ne sont pas nécessairement liées au référendum. Enfin, il y a quand même des tensions à Nouméa. Il faut toujours y être attentif. Moi, quand j'y suis allé au mois d'avril, déjà, la population nous alertait sur ces tensions. Il y en a eu dans l'usine du Nord également. Ça nous a été rappelé par Pierre Frogier tout à l'heure. Après, bon, il va y avoir un moment d'explication aussi au lendemain du résultat. C'est pour ça que l'on souhaite qu'il y ait une mobilisation forte et qu'il y ait un résultat qui soit sans ambiguïté. Parce que on ne peut pas, bon, j'avais l'occasion de le dire, on ne peut pas être dehors quand il fait beau et dehors quand il pleut. C'est-à-dire que la France, c'est un tout. Donc si la Nouvelle-Calédonie souhaite, et le référendum intervient de manière positive pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France, ça permet aussi de reconstruire un certain nombre de choses. Vous savez que par exemple sur le droit de l'urbanisme ou sur le droit de l'environnement, il y a une application du droit qui est différente entre les provinces. Il faut sortir de toutes ces ambiguïtés. Sur la présence sur les listes électorales, c'est pareil, il faut sortir de cette ambiguïté. Donc il y a un certain nombre de choses qui doivent se clarifier après. C'est pour ça aussi qu'on avait, moi j'attendais du Premier ministre une position très claire. On est dedans ou on est dehors. Donc il y aura aussi des attentes peut-être bon, pour les leaders indépendantistes qui pourront recevoir quelques reproches peut-être. On verra au lendemain du résultat. Pour le moment, on n'en est pas là. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment la mobilisation. Ce référendum, il faut qu'on ait le plus fort taux de participation. C'est ça qui permettra de lever toutes les ambiguïtés. Est-ce qu'à votre avis, il me semble que dans le processus, il y a la possibilité de 3 référendums successifs. Ouais.
Est-ce que vous craignez que s'il y a une victoire assez large, il y ait une forme de démobilisation s'il y avait ensuite d'autres référendums l'année prochaine, l'année suivante? Est-ce que... Alors, ce ne serait pas l'année prochaine, ce serait 2020. L'an prochain. Oui, moi je pense qu'il faut sortir de ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un résultat massif, parce qu'on ne peut pas sans arrêt revenir avec un référendum tous les 2 ans, surtout que ça paralyse quand même l'économie. Hein. Il y a forcément ce que vivent les Calédoniens aujourd'hui, c'est ce qu'on vit puissance 10 ou puissance 15 au moment des élections en France métropolitaine, sur par exemple les municipales. Tous les projets sont bloqués au moment des élections, et là c'est un peu ce qui se passe. Chacun est en attente et donc ça ralentit l'économie, avec une situation du nickel qui n'est pas florissante aujourd'hui. Donc moi je souhaite vraiment que ce soit forte mobilisation, que ce soit clair et qu'on sorte effectivement de ce sujet, parce qu'on ne peut pas passer notre temps tous les 2 ans à être en préparation d'un nouveau référendum. C'est bon ?